Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. La polémique enfle après les déclarations de Jean-Félix Paganon sur l'épilogue du procès Karim Wade. Les avocats de la défense jugent scandaleux les propos de l'ambassadeur de la France au Sénégal qui a soutenu qu'en non-lieu l'étonnerait dans cette affaire. Malick Gakou chez Wade, le numéro 2 de l'AFP, a été reçu par le pape du Sopi ce matin. Le progressiste réaffirme tout de même son ancrage à l'alliance des forces et du progrès. Le SAES lâche du lest, c'est pour permettre aux négociations ouvertes avec le gouvernement d'aboutir. Les étudiants savourent cette accalmie et prient pour que cela dure. Et puis à suivre en fin d'édition, le dossier du lundi qui s'intéresse aujourd'hui à la restauration à crédit, un phénomène en vogue, sauf que les mauvais payeurs y mettent leur grain de sel au moment de passer à la caisse. Voilà le sommaire de ce journal, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les avocats de Karim Wade jugent scandaleux les propos de l'ambassadeur de la France au Sénégal qui a déclaré dans le grand jury de la RFM qu'en non-lieu pour Karim Wade l'étonnerait. Maître Seydou Diagne soutient que le diplomate français s'est pris pour monsieur le juge. Il a rencontré nos reporters Salimata Aou et Tierno Laurent Mendy. Les avocats de Karim Wade dénoncent avec la dernière énergie la sortie de l'ambassadeur de la France au Sénégal. Un des leurs, Maître Seydou Diagne, affirme que Jean-Félix Paganon a franchi des limites. L'ambassadeur de France à Dakar n'est pas un gouverneur général de l'AOF ou un gouverneur d'une colonie. C'est vraiment scandaleux. On n'a pas de mots pour s'indigner de cette position publique. L'avocat ajoute que ce qui est grave, l'ambassadeur a pris la place du juge. On savait que Karim Wade avait beaucoup d'adversaires et beaucoup d'ennemis, mais on ne pensait pas que ça pouvait aller jusque-là et que les masques continueraient encore à tomber. Le délibéré était déjà écrit et vous voyez qu'aujourd'hui, un ambassadeur se permet de dire que qu'il y aurait un soulèvement populaire au cas où M. Karim Wade serait relaxé. Sous peu, les avocats de Karim Wade promettent de réagir suite à cette sortie qu'ils qualifient de scandale. Nous commençons déjà à réagir et dans quelques heures et dans quelques jours, vous verrez, peut-être vous serez informés des actions qui ont été entreprises. Mais déjà, nous nous indignons et ce n'est pas seulement les avocats de Karim qui s'indignent, c'est tout un peuple. Les conseillers de Karim Wade sont très remontés contre Jean-Félix Paganon. Il estime qu'il ne doit pas s'immiscer dans des dossiers pendants devant la justice. Pour l'ambassadeur Seydou Nourouba, son rang de diplomate lui permet de donner son point de vue dans certains dossiers. Et puis, son Excellence soutient que ses propos ne peuvent nullement impacter sur le verdict final du procès Karim Wade. Il a également rencontré nos reporters Fatidien et Tierno Laurent Mendy. Jean-Félix Paganon sur l'affaire Karim Wade, des propos diversement appréciés. Pour le diplomate Seydou Nourouba, l'ambassadeur a bel et bien le droit de se prononcer sur cette affaire. L'ambassadeur a le droit de parler quand il le juge nécessaire et le devoir de se taire quand il le juge nécessaire. Donc il assume ce qu'il a dit. Seydou Nourouba de préciser le rôle d'un ambassadeur. Son rôle, c'est d'être entre le pays qu'il représente et le pays auprès duquel il est accrédité. Donc faire en sorte que les relations soient des meilleures. Dans la prestation, j'allais dire, de l'ambassadeur que j'ai suivi, ce n'est pas la seule question. Il a abordé beaucoup de questions. Beaucoup de questions sur les relations avec le Sénégal qui, à son avis, sont fortes aussi bien dans leur diversité que dans leur fondement historique. Il explique que cette sortie ne peut en aucune manière avoir un impact sur la décision de la justice sénégalaise. Laissons quand même le droit au peuple sénégalais d'écouter, de choisir et de s'orienter là où il pense être la meilleure voie pour le Sénégal. L'invité de grand jury avait déclaré qu'un non-lieu pour Karim Wade serait étonnant
Des propos dénoncés par les avocats du fils de l'ancien président de la République du Sénégal. Et puis je vous le disais en sommaire, Malick Gakou chez le pape du Sopi, le numéro 2 de l'AFP, a été reçu ce matin par Maître Abdoulaye Wade sur invitation de ce dernier. Le progressiste qui réaffirme son ancrage à l'Alliance des forces du progrès ne s'est pas trop étendu sur l'objet de leur discussion. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Mardian. C'est sur invitation de l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, que Malick Gakou, le numéro 2 de l'AFP, est allé le rencontrer. Toutefois, il n'a pas voulu piper mot sur cette entrevue. Comme vous le savez, Monsieur le Président de la République, le Président Abdoulaye Wade m'a fait l'amitié de m'écrire une lettre pour me demander de venir lui rendre visite afin qu'il me donne des conseils en tant que doyen, en tant que père, en tant qu'ancien chef d'État, mais également en tant qu'homme politique qui a marqué l'histoire de notre pays et de l'Afrique. En allant rendre visite à Maître Wade, Malick Gakou a-t-il avisé sa formation politique? Il n'en a pas besoin, estime-t-il. Comment je peux demander la permission de quelqu'un? Je vous ai toujours dit, moi je suis un homme libre. Et la liberté de mon action politique ne s'incruste pas dans le ndigal. Accusé d'être financé par Maître Wade pour les prochaines joutes électorales, le numéro 2 de l'AFP dégage en touche et persiste sur son ancrage à l'AFP. C'est une énormité grossière, puisque ni Karim Wade ni Abdoulaye Wade ne peuvent pas me financer, parce que moi je suis un homme libre. Et je dis toujours que je suis un enfant de pauvre, je sais ce que c'est que le prix de la liberté. Et c'est la raison pour laquelle je ne me permettrai pas que quelqu'un me finance. Après avoir taillé bavette avec Khalifa Sall et rencontré Mimi Touré, ce lundi, c'est au tour de l'ancien chef de l'État, Maître Wade, que Malick Gakou a rendu visite, juste pour discuter de l'avenir du Sénégal, dit-il. Éducation à présent avec le SAES qui suspend son mot d'ordre de grève avec comme objectif de donner une chance aux négociations entamées avec le gouvernement d'aboutir. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants poussent un ouf de soulagement tout en souhaitant que cette crise prenne fin. Reportage signé sur place par Nderi Fall et Djibi Diallo. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, cette grève des enseignants du supérieur a affecté la régularité des cours. Les étudiants accueillent avec satisfaction la décision. Je suis très content de ce fait, puisque jusqu'à présent, on a perdu pas mal de choses. Donc aujourd'hui, j'ai entendu que les SAES ont levé le mot d'ordre. En tout cas, je suis très content de ce fait, quoi. Je suis content en même temps et fier en même temps, parce qu'on voulait travailler. Parce que nous sommes les jeunes d'aujourd'hui, mais leaders de demain. Le pays ne peut pas avancer sans nous. Pour ces étudiants, l'heure est au travail pour sauver l'année scolaire. Le dialogue est alors une nécessité. Bon, c'est trouver un consensus, quoi. Peut-être comme ils ont trouvé un consensus, et le SAES a levé le mot d'ordre. Je prie tout simplement à l'État qui n'a pas au moins de respecter leur engagement. Le message que je lance, c'est l'État et les profs et les étudiants, ils doivent s'asseoir dans une table et discuter pour enfin trouver un terrain d'entente pour enfin améliorer le système éducatif sénégalais. Parallèlement aux négociations, le Bureau national du SAES compte aller à la rencontre des populations pour expliquer le rejet de la loi cadre qu'il qualifie de liberticide. Nderi Fall, pendant ce temps, le Sud-Est, section enseignement supérieur, exige la révision de quelques points contenus dans la loi relative aux universités publiques du Sénégal. Face à la presse ce matin, Cheikhou Issa Sall et compagnie soutiennent que le moment est venu d'ouvrir une large concertation afin de revoir cette loi cadre, sujette à polémique, compte rendu signé Aminata Mbaresso et Djibi Diallo. La loi relative aux universités publiques du Sénégal, objet de cette conférence de presse, cette fois, c'est le Sud-Est enseignement supérieur qui monte au créneau. La composition du conseil d'administration, principal point d'achoppement. Nous demandons la révision de la loi cadre adoptée le 26 décembre 2014 par l'Assemblée nationale parce qu'elle comporte des dispositions qui sont contraires, selon nous, à la marche de l'université. Dans le conseil d'administration, les personnes issues du secteur socio-économique sont choisies exclusivement par le ministre de l'Enseignement supérieur, sans aucune limite. La modification de l'article 8, une réécriture de l'article 9, entre autres propositions du Sud-Est pour une sortie de crise.
une concertation, des négociations avec le gouvernement pour pouvoir dire comment est-ce que nous, on souhaite que cette loi soit modifiée. Et évidemment, une deuxième phase, c'est qu'il faut que les instances académiques, les instances universitaires puissent également se l'approprier, être consultées sur ces différentes modifications. Pour ces syndicats de l'enseignement supérieur, l'heure est grave. Une concertation avec toutes les instances universitaires est nécessaire. Une démarche pour un consensus autour de la loi relative aux universités publiques sénégalaises. L'État ne peut pas être sourd à l'appel des enseignants qui massivement sont opposés à cette loi. Nous parlons de toute autre chose avec les conditions de vie des détenus déplorables au Sénégal, surtout pour les femmes enceintes. C'est le résultat du rapport du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et l'Association des juristes sénégalaises. Ce rapport a été présenté ce matin, compte rendu signé Aïssatou Païfal et Modou Diop. La situation carcérale des femmes au Sénégal, des plus déplorables. Elles sont confrontées à d'énormes problèmes et d'après le rapport publié par l'Association des juristes sénégalaises, les conditions sont alarmantes. Nous avons mis l'accent sur les femmes enceintes et les femmes allaitantes parce qu'elles doivent être dans des conditions qui sont optimales, surtout pour les enfants. Et alors que ces femmes-là et ces enfants et les femmes enceintes doivent être dans des conditions spécifiques. La plupart des femmes qui sont en prison le sont pour trafic de stupéfiants, mais aussi pour infanticide. Et vous savez que l'infanticide est souvent dû au fait que les femmes n'ont pas le droit à l'avortement médicalisé dans certaines situations, telles que l'a proposé l'article 14 du protocole de Maputo. Et c'est dans ce sens que le rapport a été établi et le rapport met l'accent sur le besoin de réaménager les locaux, d'adapter les locaux aux situations des femmes, surtout les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Par ailleurs, Libas Ndiaye exige un suivi pour une réinsertion réussie. Dans les prisons, on a vu que l'État a mis des mécanismes, des services socio-éducatifs qui permettent aux détenus de faire des formations. Mais le seul problème qu'il a, il n'y a pas de suivi. Et s'il n'y a pas de suivi, on peut dire que l'effort qu'on a vu, ça devient vain. Donc il faut que l'État mette en place des mécanismes, c'est-à-dire des bureaux d'écoute, des fonds pour les personnes qui sont à l'extérieur. Aussi, il faut penser à eux, mettre des fonds. Le trafic de stupéfiants, première cause d'incarcération, soit 31% des détenues femmes. L'infanticide avec 16%, des infanticides le plus souvent dus à des viols. Direction Louga à présent, des filles victimes de violences physiques ou psychiques à l'école, une situation qui est à l'origine de plusieurs abandons scolaires, un phénomène que l'amicale des enseignantes de la ville compte définitivement combattre. C'est direction Louga donc avec Tchernofal. Les violences à l'école, un frein pour l'éducation des filles. Ce sous-thème a été choisi par l'amicale des enseignantes de Louga à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Cette violence se manifeste sur le plan physique par des sévices corporels, des agressions et sur le plan psychique par des brimades, des harcèlements, des insultes, des viols qui engendrent de graves traumatismes et des grossesses. Selon ces femmes, les enseignants doivent jouer un rôle déterminant pour combattre ce phénomène. Nous, enseignantes, avons un rôle prépondérant à jouer de par notre noble mission. Nous vous prions de bien vouloir redoubler d'attention et d'efforts pour combattre ce phénomène et protéger les filles afin qu'elles puissent étudier dans la quiétude et aspirer ainsi à l'excellence. Cette journée a été célébrée avec l'appui du projet GELD et en partenariat avec la CEDESCOFI qui a joué un rôle important dans la scolarisation des filles à Louga. Si on est à 100% au taux d'accès, vraiment nous souhaiterions avoir par exemple à 75% taux d'achèvement, ce que nous souhaitons pour les filles. C'est pourquoi nous lançons un appel aux parents, aux autorités, qu'ils nous aident à que les filles restent à l'école et ils excellent et aient le diplôme pour mieux servir le peuple. La cérémonie s'est déroulée au Centre culturel régional de Louga où un panel a été tenu sur le thème. Elle a été marquée par la présence massive des femmes du département, des autorités locales, des parents d'élèves, mais également des acteurs de l'éducation.
Tchernofal, merci. Le Sénégal et l'Inde ensemble pour faire du commerce en secteur rentable. Le géant asiatique, à travers son institut de commerce, a démarré ce lundi à Dakar un programme d'assistance technique aux pays africains. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications du Dr Fall Samb, directeur de l'Institut africain des politiques commerciales. Il est au micro de Fatidien et Tierno Laurent Mendy. Cette rencontre en fait constitue le démarrage d'un programme de renforcement des capacités et d'assistance technique que l'Inde, à travers l'Institut indien du commerce international, est en train de fournir pour les fonctionnaires et les membres du secteur privé et académique sénégalais. C'est un programme donc, qui permet à l'Inde de fournir une assistance technique aux pays africains depuis le sommet en Inde-Afrique qui s'est tenu en 2008 en Inde. Une des recommandations, une des décisions ici de ce sommet, qui s'est tenu donc pour la première fois en 2008, était donc de faire ce genre de programme de renforcement de capacité en matière de commerce international. L'actualité internationale qui nous mène en Égypte, au Nigeria et en Côte d'Ivoire avec la visite du président Alassane Ouattara à San Pedro. Ouattara qui annonce que la constitution ne sera pas modifiée. C'est avec Mambiram Diouf. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire prévue en octobre 2015, la constitution ne sera pas modifiée. Des assurances du président ivoirien qui a bouclé hier une visite de 4 jours à San Pedro, une ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Une réponse servie par Alassane Ouattara pour mettre fin aux nombreuses supputations concernant une éventuelle révision constitutionnelle avant l'élection, notamment en ce qui concerne le fameux article 35 sur les conditions d'éligibilité à la présidentielle. Le bilan est lourd. Quelques 200 combattants du groupe Boko Haram ont péri dimanche dans l'assaut lancé par les forces nigérianes et tchadiennes au Nigeria contre la secte fondamentaliste islamiste. Lourde perte également du côté tchadien, 10 morts et 20 blessés, a indiqué lundi une source sécuritaire tchadienne qui a annoncé par ailleurs le contrôle de la ville de Damasak par les soldats nigérians et tchadiens, ville située à une centaine de kilomètres de la rive ouest du lac Tchad. L'esprit va-t-en-guerre de la Ligue arabe contre les groupes terroristes devient plus pressant. En réunion ordinaire lundi au Caire, siège de l'organisation, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe ont réaffirmé l'urgence et la nécessité de mettre en place une force militaire arabe dont la faisabilité sera étudiée en profondeur lors du sommet annuel de la Ligue arabe prévu les 28 et 29 mars à Sharm el-Sheikh. Direction à présent Louga où se jouent les 2 premiers matchs donc, de la poule B. Nous parlons du championnat d'Afrique des U20. Tout à l'heure, donc, le Ghana a battu l'Afrique du Sud 2-0 et actuellement le Mali joue contre la Zambie. Justement, nous avons en ligne Pape Faraning. Pape Faraning, bonsoir. Bonsoir, Diao. Alors, où en sont Maliens et Zambiens dans ce deuxième match? C'est la mi-temps, 0 but partout. Donc on peut dire que les Maliens ont légèrement dominé donc les Zambiens, les Aiglons, on peut dire donc Diao, avec le titre de U20 au Niger constitue aussi une source de motivation pour ces Aiglons, mais pour l'instant ils ont dominé, mais pas pour autant escoré, 0 but partout. C'est la mi-temps, l'arbitre vient de siffler la mi-temps, mais auparavant on peut dire dès l'entame entre Ghanéens et Sud-Africains, ce sont les Ghanéens donc qui dès l'entame de la rencontre a pris très tôt le match à son compte en marquant donc un but avec Obré Massafa a marqué contre son camp à la 8e minute avant que Benjamin Tété ne corse l'addition à 2-0 à la 44e minute. Pour rappel aussi, l'Afrique du Sud a été longtemps joué donc à 10 dans cette partie. Le numéro 19 donc concernant cette rencontre, le numéro 19 Benjamin Tété était supérieur au joueur. Il a surclassé la défense sud-africaine devant un public venu nombreux stade Caroline Faye. Pour rappel, Ghana 13 fois donc 13 participations avec 3 trophées. Le Ghana cherche son 4e en terre sénégalaise, 6 participations donc pour Afrique du Sud avec 0
palmarès. Prochaine journée, ce jeudi, donc on aura Afrique du Sud, Mali à 16h30, 19h30, Zambie, Ghana, Cheikh Tidiane Diawo. Voilà, merci Pape Faraning a rappelé que le Sénégal a perdu hier face au Nigeria 3-1 et que dans l'autre match, la Côte d'Ivoire et le Congo ont fait match nul en but partout. Le président Issa Hayatou, le président de la Confédération africaine de football, a reçu son trophée de gloire du sport africain catégorie meilleur dirigeant 2014, une récompense décernée par la Convention internationale du sport en Afrique initiée par Diapo Essa Management et Entertainment. Le président de la CAF s'est dit fier de recevoir cette distinction. Pape Cherdiak. Le président de la Confédération africaine de football, le docteur Issa Hayatou, intronisé au Panthéon de la gloire du sport africain, catégorie meilleur dirigeant 2014, une distinction de la Convention internationale du sport en Afrique, de la structure Diapo Sport. Chaque année, nous organisons ce qu'on appelle la Convention internationale du sport en Afrique, CISA. Et depuis 2007, nous avons créé le Panthéon de la gloire du sport africain. Et donc, l'année dernière, lors de la 8e édition, le jury avait choisi M. Issa Hayatou, président de la Confédération africaine de football, dans la catégorie dirigeant. Une récompense attribuée au président de la CAF pour sa contribution au développement du football africain durant les 27 ans qu'il a passé à la tête de l'instance fêtière. Travail individuel qu'il a fait au niveau de la Confédération africaine de football, qui est aujourd'hui une véritable manne financière et qui organise des compétitions régulières, des formations. Et c'est dans ce sens aussi que nous voulons toujours reconnaître des gens qui ont contribué au développement du sport en Afrique. Le récipiendaire s'est déclaré fier du choix porté sur sa personne et encourage les initiateurs du trophée. Je suis très fier de le dire, vous nous encouragez et il revient à la famille sportive, à la famille de la CAF, de vous retourner le ballon, que vous soyez fiers, que vous vous rendiez compte un jour ce que vous avez fait a contribué à développer le sport dans notre continent. Le Panthéon de la gloire du sport africain est une récompense décernée à des acteurs pour leur apport dans le développement du sport dans leurs disciplines respectives. Le président de l'IAF, Lamine Diack, et le juge Kebambey ont été parmi les précédents récipiendaires. Manger d'or et à crédit, une habitude bien de chez nous en vogue actuellement au Sénégal et surtout pour le petit déjeuner. La distance, la conjoncture économique, entre autres, l'explique un problème. Certains, au lieu de passer à la caisse à la fin du mois, prennent tout simplement la poudre d'escampette. C'est le dossier du jour signé Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. C'est devenu à la mode des ouvriers qui prennent le repas chez les restauratrices au crédit. Saluba en fait partie. Ce tailleur se dit obligé. Parce que je ne peux pas prendre le petit déjeuner chez moi. C'est impossible. Parce que j'habite très loin. Mané Gadiaga, une autre habituée de ce mode de restauration, cette mère de famille l'explique par ses multiples charges. Et à la fin du mois, je paie. Elle me comprend car je suis une mère de famille comme elle. Oumiba est restauratrice. Avec ce système, elle dit œuvrer dans le social. Je fais du social, je suis obligée. Il y a des gens qui payent certes, mais d'autres n'ont pas les moyens et je les comprends. Du social, mais les risques ne manquent pas. Un jour, 6 ou 7 ouvriers m'ont escroqué. Ils sont partis avec mon argent. Ils avaient mangé ici pendant un mois sans verser un sou. Deux camps me doivent 6 000, d'autres 3 500. J'ai même déchiré la facture par la suite parce que je sais que je ne les reverrai plus. ñi ay 3500 loolu bindoon naa ko mais fi mu nekk nii dama sànni sax loolu ndax dama xalaat ne dootuma leen gisati. Avec la vente à crédit des repas dans les gargotes, ouvriers, restauratrices, chacun y trouve son compte. La cherté de la vie est passée par là. Maïmouna Ndiaye, merci. C'est la fin de ce journal. Alors, Pape Cheikh, l'antenne est à vous. Merci, Cheikh. On retrouve la rédaction à minuit. Ce sera pour un autre rendez-vous. Des infos qui vous seront présentées sous forme de bulletins.